alors que les Alliés détestaient les mitrailleuses allemandes de la Seconde Guerre mondiale pour leur cadence de tir incroyablement élevée. Les Allemands, eux, détestaient la puissance phénoménale de la M2 Browning et de sa cartouche 50 BMG. Après tout, elle n'a pas reçu des surnoms comme Meat Chopper et Kraut pour rien. Mais la véritable histoire est en fait bien plus sombre, et comme vous pouvez l'imaginer, les blessures causées par une telle munition sont d'un degré d'horreur difficile à décrire. Revenons maintenant en arrière pour expliquer pourquoi et comment ce qui allait devenir la M2 a été créé. Pendant la Première Guerre mondiale, on a pris conscience de l'importance capitale des mitrailleuses efficaces. Mais à cette époque, les mitrailleuses utilisaient la même munition que les fusils d'infanterie. Avec l'apparition de nouvelles merveilles du champ de bataille, les premiers avions blindés et les chars était née la nécessité d'une cartouche beaucoup plus puissante. Le général John Pershing demanda donc et expressément une nouvelle mitrailleuse capable de détruire ses cibles bien plus efficacement que les mitrailleuses de calibre .30 dont on disposait. Cette demande fut confiée à John Browning, le plus célèbre concepteur d'armes américain. Il reçut le cahier des charges visant une nouvelle mitrailleuse tirant une cartouche d'un demi-pouce 12,7 mm à plus de 2700 pieds par seconde, un saut significatif par rapport à tout ce qu'il avait conçu jusque-là. Il prit alors sa mitrailleuse M1917, calibre .30, refroidie à l'eau, déjà réputée fiable, et la dimensionna essentiellement pour tirer une nouvelle cartouche beaucoup plus grande. Cette nouvelle cartouche était par ailleurs une version agrandie du 30-06, conçu sans bourrelet pour une alimentation plus fluide, et s'inspirait aussi de la cartouche allemande de 13,2 mm capturée pour fusils anti-chars. Elle devint la .50 BMG ou 12,7 19 mm. On ne le savait pas encore, mais on venait de créer l'une des cartouches les plus efficaces qui n'allait pas tarder à trouver de nombreuses utilisations au combat. Après quelques allers-retours, le premier prototype fut prêt pour les essais et entra bientôt en production sous la désignation M1921, une lourde mitrailleuse refroidie à l'eau destinée principalement à la défense anti-aérienne côtière. On chercha ensuite à savoir où elle pourrait servir ailleurs. Et au début, les perspectives n'étaient pas très prometteuses. L'infanterie ne pouvait pas la porter. Elle était trop lourde, environ 120 livres pour la version refroidie à l'eau, ou 84 l'Elbe pour le modèle plus léger refroidi à l'air, le trépied ajoutant encore environ 44 Lebes, si bien qu'un ensemble complet au sol pesait entre 130 et 170 Lebes, sans compter les munitions elles-mêmes lourdes, ce qui ne présageait rien de bon, sans oublier le recul important rendant la visée précise difficile. Les petits avions de l'époque pouvaient difficilement en tirer parti, et pour un usage véhicule, les premiers petites tourelles posaient problème, car l'alimentation ne se faisait que par la gauche. Au départ, le seul emploi réel fut donc comme canon anti-aérien côtier, mais personne n'imaginait à quel point la donne allait bientôt changer. John Browning mourut en 1926, mais le développement continua, et son dessin fut affiné, des pièces internes furent modifiées pour que l'alimentation puisse être rapidement permutée, gauche-droite, en changeant simplement le couvercle supérieur, et un boîtier universel fut mis au point, sur lequel on pouvait monter soit un canon refroidi à l'eau avec sa chemise, soit un canon lourd refroidi à l'air, soit un canon léger pour usage aérien. Ce concept devint prometteur, et après d'autres petites améliorations, l'arme reçut la désignation M2 Browning. À la même période, d'autres nations s'orientaient vers des canons plus lourds, de 20 ou 30 mm, mais les Américains
jugèrent que la grande vitesse initiale et l'adaptabilité du calibre .50 continueraient à en faire une arme utile. La production se poursuivit donc, et son efficacité allait bientôt être mise à l'épreuve par le nouveau conflit mondial. La M2 devint alors la légendaire Ma2 .50 calibre ou plus. Simplement le 50, comme les soldats allaient l'appeler. Si vous ne le saviez pas, Ma2 vient de l'anglais Mother plus Deuce, Deuce, de quelque chose comme la mère des mitrailleuses, et cela s'avéra assez proche de la vérité. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, les États-Unis avaient déjà des M2 en service, dans de multiples rôles mitrailleuses, fixes sur avions-pièces anti-aériennes, montées sur navires bombardiers ou véhicules, et bien sûr sur trépieds, pour l'infanterie, efficace contre presque tout ce qu'on pouvait rencontrer sur le champ de bataille. Au début, l'usage majeur fut aérien, avec des canons plus légers, réglés pour une cadence de tir augmentée d'environ 500 jusqu'à 200 coups par minute. Rappelez-vous, c'est presque la même cadence que la mitrailleuse allemande MG42, bien que la M2 fût prévue pour des rafales courtes et qu'on la surrégla parce qu'en aéronautique ou en anti-aérien, la fenêtre pour toucher la cible est très courte. Dans certaines configurations, la M2 atteignit vraiment des niveaux surprenants. Par exemple, le B-10 Flying Fortress utilisait des M2 pour se protéger des chasseurs ennemis, et la version G pouvait embarquer jusqu'à 13 de ses armes, montées par paires, dans diverses tourelles. Le chasseur bombardier P-47 Thunderbolt emportait 8-4 dans chaque aile, et le Douglas A-26 Invader poussa le concept encore plus loin, jusqu'à 18 MOM-2-8 dans le nez, 4 dans chaque aile et 2 en tourelle. La M2 s'avéra immédiatement une nette amélioration par rapport aux mitrailleuses plus légères de calibre 30, utilisées en début de guerre, offrant un bel équilibre entre cadence de tir et puissance par coup unique, largement suffisant pour abattre un chasseur ou un bombardier ennemi. Elle pouvait traverser des blocs moteurs, en particulier avec des balles perforantes, et plusieurs M2 tirant simultanément représentaient une menace pour n'importe quel objectif sur le champ de bataille. Les avions de chasse américains mitraillaient locomotives, véhicules blindés et même chars avec grande efficacité, la protection de toiture étant toujours plus faible. Très vite, la variante à canon lourd devint indispensable sur presque tous les chars et véhicules et partout où l'on pouvait la monter. Dès 1945, des millions de M2 avaient été produites, faisant d'elle la mitrailleuse la plus fabriquée de l'histoire. Et les Allemands étaient exaspérés de voir ces lourdes mitrailleuses américaines omniprésentes sur le terrain. Cela rendait aussi chaque attaque d'avions volant bas ou de bombardiers en piqué, comme la Stuka, beaucoup plus risquée, car presque chaque Jeep half-track et char disposait d'un calibre .50. C'est pourquoi, sur les chars, la M2 était souvent montée à l'arrière de la tourelle et servie par un soldat debout sur le compartiment moteur. De cette façon, elle pouvait tirer vers le haut en cas d'attaque aérienne, bien que le tireur se trouvât à l'extérieur de la relative protection offerte par son char. Avant d'entrer dans les combats, voici une explication au cas où vous vous seriez déjà demandé pourquoi le canon de la Browning recule après un tir. La M2 fonctionne selon le principe du recul, court short recoil, où le canon et le verrou partent verrouillés et se déplacent vers l'arrière comme une unité après le tir. Cela maintient la douille soutenue tant que la pression dans la chambre est encore élevée, empêchant sa rupture au moment de l'extraction. Après avoir reculé d'environ 10 misomètres, le canon s'arrête et le verrou continue, seul vers l'arrière, extraire et éjecter la douille. En reculant, il comprime le ressort de recul, qui repousse ensuite le verrou
vers l'avant, permettant de prendre une nouvelle cartouche de la bande désintégrable de la chambrée et de tirer à nouveau le cycle, se répétant tant que la détente est enfoncée. Parlons maintenant de la façon dont les Allemands percevaient ces armes et pourquoi ils détestaient les 50 pour plusieurs raisons. La première et la plus évidente tient au fait que les Américains ont de plus en plus fondé leur tactique sur une supériorité de feu écrasante, et les Allemands en furent naturellement effrayés. Les Américains ne souffraient non pas des mêmes pénuries de munitions que les Allemands, et il semblait que tout ce qui avait des roues ou des ailes sur le champ de bataille possédait au moins une mitrailleuse lourde. Se faire tirer dessus par du 50 n'a rien à voir avec des calibres plus faibles. Le .50 a une portée bien supérieure, et par rapport à la cartouche de 8 mm Mauser, employée par une MG42, il fournit entre 5 et 10 fois plus d'énergie que les autres armes d'infanterie. Ainsi, si vous combattez depuis une maison, par exemple, le béton ou les murs de briques ne vous protégeront plus. Les projectiles traverseront le mur et vous tueront, ou à défaut d'un premier tir létal, une longue rafale concentrée sur un point fera s'effondrer la section de mur entière, ou déchiquetera votre abri de sacs de sable. Même des chars mieux blindés comme le Panzer IV, lorsqu'ils étaient frappés par de lourdes rafales de 50, pouvaient laisser passer certaines balles, surtout de côté ou par l'arrière, ou voir leurs optiques et leurs chenilles endommagées, voire leurs tourelles bloquées. Les chars légers, japonais dans le Pacifique par exemple, étaient souvent éliminés facilement par des Spoinscant, surtout lors d'assauts Banzai, qui se produisirent à plusieurs reprises, surprenant des équipages américains qui ouvrirent le feu avec tout ce qu'ils avaient. Il y a aussi un point controversé concernant le 50 pendant la Seconde Guerre mondiale, le mythe disant qu'il aurait été interdit par les conventions de Genève à cause de son effet dévastateur sur le corps humain. C'était un mythe, mais l'effet sur le corps n'était pas exagéré essentiellement si vous êtes assez touché au moindre endroit du corps par un .50. Vous perdez probablement ce membre si la survie sans lui est possible ou vous mourrez. Nombre de soldats allemands eurent la malchance d'en être témoins. Lorsque l'énergie de la 50 BMG se transfère à un corps humain, elle produit un effet si épouvantable que nous ne pouvons même pas entrer dans les détails. Ici, YouTube en limiterait la description, mais vous saisissez l'idée si cela peut détruire un mur ou une pastèque. Imaginez ce qu'il en est pour un corps humain. Vous comprenez donc l'inquiétude des soldats allemands. Ils adaptèrent leur tactique pour neutraliser les postes de mitrailleuses lourdes américains, passant des assauts directs à des attaques ciblées par tireurs d'élite chars ou tirs indirects d'obusiers et de mortiers. De plus, les Allemands n'avaient rien de comparable. Leurs mitrailleuses lourdes pour la guerre étaient la MG42 ou la MG34 montées sur trépied Lefett, considérée comme la configuration lourde, et bien que le trépied Lefett fût ingénieux et conférât une grande précision et une portée accrue aux mitrailleuses allemandes, la cartouche de 8 mm Mauser qu'elles utilisaient n'avait pas la puissance du .50 BEMG. L'arme la plus proche de la M2 chez les Allemands était leur mitrailleuse de Trauzimme. Elle n'était employée que sur les avions de chasse. Les Allemands envisagèrent d'utiliser des M2 capturés, montés sur des U-boats comme pièces antiaériennes, lorsqu'ils devaient en faire surface pour recharger les batteries. Et ils fabriquèrent même des copies de cartouches .50 BMG à cet effet, ce qui montre le respect qu'ils lui portaient, bien que les emplois effectifs restèrent rares. Avant d'aborder certaines modifications terrifiantes de la M2, regardons les différents types de cartouches employés
La standard était la balle à chemise métallique FMJ, avec une puissance destructrice déjà sérieuse, mais il existait aussi des variantes spécialisées et exotiques qui augmentaient encore l'efficacité. D'abord, plusieurs versions perforantes, capables de pénétrer environ 1 pouce d'acier trempé. Ensuite, des cartouches incendiaires, conçues pour enflammer des matériaux inflammables particulièrement efficaces contre les avions ennemis, en plus de provoquer des fuites de carburant. L'impact pouvait facilement déclencher un incendie. Il existait des cartouches combinant perforants et incendiaires, et des perforantes incendiaires, avec Traçant Armor Piercing Incendiary Tracer, qui ajoutent un élément traçant pour repérer les impacts utiles en anti-aérien ou pour corriger le tir à longue distance, car les .50 sont efficaces à plus de 2 km. Les bandes pour M2 étaient généralement chargées en mélange avec une traçante tous les 5 coups pour l'usage au sol, tandis que les avions emportèrent des mélanges de perforantes incendiaires et traçantes pour les combats tournoyants ou les attaques au sol selon la mission. Après la Seconde Guerre mondiale, des cartouches plus sophistiquées furent développées comme la Ralphos multi-usage. Elles combinaient tout dans une dizaine avec un noyau perforant en tungstène, plus une petite charge explosive et incendiaire, produisant aussi de la fragmentation. Elle se comportait comme un obus de 20 mm mais empaqueté en .50 BMG. Ensuite, il y a le SLAP Saboted Light Armor Penetrator, qui fonctionne de façon analogue aux projectiles perforants sous-calibrés avec étui largable utilisé par les chars. Il comporte un pénétrateur subcalibre en matériaux très denses, généralement du tungstène, offrant une bien meilleure capacité de perforation et se montrant très efficace contre véhicules légers, blindés ou hélicoptères. Cependant, ces munitions sont le plus souvent employées en tireurs d'élite, car elles sont coûteuses à utiliser en tir automatique. Et pendant qu'on parle de fusil de précision, la cartouche 50 BMG a tellement impressionné l'armée américaine qu'on a bâti autour d'elle des fusils de sniper. L'exemple le plus célèbre est Carlos Hadcock, le légendaire tireur d'élite de la guerre du Vietnam, qui expérimenta en montant une lunette sur une M2 pour tirer des coups isolés à très longue portée, là où les fusils de petit calibre étaient insuffisants. Il obtint même des kills confirmés, ainsi avec une M2 équipée d'une lunette. Cela inspira ensuite la création du Barrett M82, le fameux fusil antimatériel chambré en .50 BMG qui devint célèbre dans l'armée américaine. La vidéo sur le .50 ne serait pas complète sans évoquer le quad .50. Quand une mitrailleuse lourde ne suffit pas, on en met 4 sur une même plateforme et on les pointe sur ce qu'on veut faire. Disparaître, c'est le montage M45 Max en quadruple, conçu à l'origine pour la défense mobile contre les avions volants. Balui 50 BMG pouvait abattre des appareils, mais son problème était sa cadence de tir relativement faible et la fenêtre temporelle réduite dont disposait le servant. Pour toucher une cible rapide, on résolut cela en multipliant les tubes par 4, atteignant ainsi environ 40 coups par seconde. Les Allemands avaient un concept similaire, mais encore plus puissant, avec leur quadruple de 20 mm anti-aériens. Toutefois, ceux-ci étant des systèmes beaucoup plus lourds, spécifiquement anti-aériens, tandis que le quad .50 était plus simple et polyvalent. Une tourelle entraînée électriquement pouvait la faire pivoter rapidement dans tous les sens et viser jusqu'à 90 degrés en élévation pour acquérir une cible. Elle pouvait être posée au sol ou montée sur véhicule. Il ne fallut pas longtemps avant que l'on utilise le quad .50 contre des cibles terrestres, surtout vers la fin de la guerre, quand les Alliés obtinrent la supériorité aérienne
et n'avait plus autant à craindre de la Luftwaffe, on s'en servit aussi pour l'appui d'infanterie, et l'effet de 4 P-50, tirant sur un même point, est tout simplement dévastateur. Le quad Rand survécut d'ailleurs à la Seconde Guerre mondiale et fut employé en Corée, puis au Vietnam. On le monta même de manière inventive sur des camions pour protéger des convois d'embuscade. Quant aux servants de calibre 50 de la Seconde Guerre mondiale, ils disposèrent d'une puissance de feu sérieuse, mais cela avait pour contrepartie que l'ennemi ferait tout pour s'en débarrasser. Au plus vite, ils attiraient rapidement l'attention par le son distinctif de leurs tirs, la fumée et les flammes en bouche. Je ne sais pas pourquoi, mais trop longtemps, les servants de 50 montés sur véhicules et chars n'eurent pas d'écran pour les protéger. Des armes légères ennemies, ces protections furent standardisées. Bien plus tard, pendant la guerre du Vietnam, et même sur les Humvee des conflits plus récents. Il fallut des pertes atroces dues à des snipers ou au combat urbain pour que l'on généralise des écrans. Par la suite, on construisit des tourelles, puis on introduisit des postes de tir téléopérés, CRWS, qui résolvaient le problème, au lieu de devoir exposer tête et buste pour tirer le servant pilote depuis la sécurité du véhicule avec un joystick et une caméra utilisant des technologies avancées comme télémètre laser, vision nocturne, images thermiques, etc. Ces postes sont conçus non seulement pour le .50, mais aussi pour d'autres mitrailleuses ou lance-grenades automatiques. Quant à la M2 Browning, elle-même, il est fascinant de constater jusqu'où elle est allée, à partir d'une arme qui, au départ, ne paraissait pas très prometteuse, si bien qu'à ce jour, elle est encore massivement employée avec seulement des changements et améliorations mineures sur le même dessin de base vieux de plus d'un siècle. La modification la plus visible récemment est la configuration M2A1 avec un système de changement de canon amélioré, un suppresseur de flash et un cran de sûreté manuel. À part cela, c'est grosso modo la même arme. J'ai dit la même chose du MG42. Quel intérêt que des dessins si anciens restent utiles après modernisation. Mais en recherchant pour Mardus, j'ai réalisé que la M2 est encore plus ancienne, remontant littéralement à la Première Guerre mondiale, et qu'elle demeure une plateforme et un calibre extrêmement utile, sans perspective de mise à la retraite pour l'une ou l'autre.